À en croire les gens qui ont un trouble de l'attention, la Ritaline serait une petite pilule magique. Un médicament qui leur permettrait tout à la fois de valider leur diagnostic, de commencer ce qu'ils ont à faire, de le finir, de ne plus s'épuiser à se battre contre eux-mêmes, et à ne plus passer leur vie à s'entendre dire qu'ils sont fainéants, alors qu'ils font 2 fois plus d'efforts que les autres. Si on les écoute, on a l'impression que ça change littéralement leur vie, et que c'est un genre de révélation, de moment de grâce où ils se disent «c'est donc ça d'avoir un cerveau qui fonctionne normalement». Et pourtant, dans l'opinion publique et auprès des psychiatres, la Ritaline a comparativement une drôle d'image. Dans l'opinion publique, c'est la drogue qu'on donne aux enfants pour qu'ils se tiennent tranquilles en classe. C'est l'amphétamine légale mais qui ne devrait pas l'être et c'est le début de la toxicomanie. Et donc c'est Big Pharma qui a décidé que les enfants vivants étaient un problème médical. Pour les psychiatres qui rechignent à le prescrire, c'est un stupéfiant, une lourdeur administrative, un diagnostic américain, une mode qui passera et surtout une demande de patient à laquelle il ne faut surtout pas céder parce qu'il permet un évitement du vrai travail sur soi. Et un psychiatre qui vous dit qu'un médicament est dangereux, c'est très loin d'être anodin. Parce que les psychiatres, ils en prescrivent hein, des trucs dangereux, c'est même une grosse partie de leur métier. Donc, s'ils disent que la Ritaline particulièrement c'est dangereux, c'est que ça doit être sacrément dangereux. Parce qu'il faut pas oublier que c'est les mêmes qui, pendant 20 ans, ont prescrit comme antidépresseur de référence loin devant les autres, la paroxétine, ou déroxate. Paroxétine, hein, dont le laboratoire a été condamné quand même à 3 milliards de dollars d'amende pour avoir caché que chez les adolescents, elle multipliait par 11 le risque de comportement suicidaire. Et un médicament dont on a découvert 14 ans après sa mise sur le marché qu'il ne marchait pas mieux qu'un placebo sur les jeunes. Mais par contre, il les poussait au suicide, ça marchait ça. Bon, ça c'est juste si vous êtes en dépression, parce que des fois ça peut arriver que vous soyez en dépression un petit peu, mais qu'à d'autres moments vous ayez un petit peu plus d'énergie, voire carrément des décharges d'énergie. Et à ce moment, les psychiatres massivement, ils vont vous donner de la kétapine pour réguler. Et donc la kétapine, c'est un antipsychotique utilisé comme régulateur de l'humeur, qui fait prendre en gros entre 2 et 15 kilos pendant son temps d'installation, qui provoque du diabète et dont le laboratoire, encore une fois, a payé 520 millions de dollars d'amende pour avoir prescrit le médicament hors indication. Ça veut dire qu'ils ont indiqué son utilisation pour des trucs pour lesquels ils avaient jamais été testés. La kétapine, juste pour la question du diabète, c'est 25 000 procès de patients et de patientes. Et c'est aussi des emails internes dans lesquels les cadres du laboratoire écrivaient noir sur blanc: le plus grand des problèmes, c'est de savoir comment on va faire face au monde extérieur quand ils commenceront à nous reprocher de supprimer les données. Et donc, pour revenir au psychiatre, hein, même si je voudrais pas avoir l'air d'insister, parmi les médicaments les plus prescrits aujourd'hui, il n'y a pas que la kétapine et la paroxétine. Je pourrais parler des antipsychotiques de première génération qui foutent massivement les gens en fauteuil roulant, mais je pense que les parkinsonismes iatrogènes et tous ces trucs-là, ce sera pour une autre vidéo. Hein. Parce que même sans avoir besoin d'élaborer sur ce vaste sujet, hein, je peux quand même faire une petite liste. Syndrome métabolique et diabète, dystonie aiguë et acathysie, agranulocytose, on peut en mourir, amnésie entérograde, dépendance physique et sevrage, rebond anxieux et sevrage intense, somnolence dangereuse, ataxie et dépendance, comportement automatique complexe et suicide, toxicité rénale et coma, ça peut paraître con mais impossibilité d'orgasmer, celui-là c'est pareil, glaucome et cardiotoxicité. Donc du coup vraiment, hein, pour un médicament comme la Ritaline qui est systématiquement refusé, on aurait tendance à dire bon bah décidément ça doit être hyper dangereux quoi. Insomnie et maux de tête. Évidemment, il y a d'autres effets, hein, il y a des effets secondaires rares, comme tous les médicaments, mais en termes d'occurrence, bah là, insomnie et maux de tête. Donc on a d'un côté des médicaments qui rendent diabétiques, qui poussent au suicide, qui créent des dépendances physiques en 3 semaines, qui détruisent vos reins, et de l'autre, un truc qui donne des maux de tête et qui empêche de dormir si on le prend trop tard. Pourquoi c'est ce médicament-là précisément qui déclenche la panique? Pourquoi est-ce que c'est celui-là qu'on refuse, qu'on surveille, qu'on regarde de travers, alors qu'on n'a aucun problème à nous renouveler du Xanax depuis 5 ans sans jamais sourciller? Comment un médicament peut être à la fois le symbole de tout ce qui va mal dans la psychiatrie moderne et une des molécules les plus efficaces et les mieux comprises que la psychiatrie moderne est? Eh bah parce que, mes chers autistes, mes chers TDAH et mes chers Covid longs aussi, le problème, c'est vous. La Ritaline n'a pas un problème de molécule, elle a un problème de clientèle. Le trouble de l'attention, c'est un diagnostic que beaucoup de psychiatres ne comprennent pas. Ils n'ont pas été formés dessus, ou alors juste une demi-journée au sein de leur internat. Pour beaucoup d'entre eux, c'est un truc de pédopsie, c'est un diagnostic qu'on fait auprès des enfants, et un adulte qui débarque en disant «je pense que j'ai un TDAH», c'est un adulte qui a lu des trucs sur internet et qui veut des amphétamines. Et puis le trouble de l'attention, c'est un truc qui se voit pas d'après la psychiatrie. En tout cas, à travers leurs outils, c'est quelque chose qui reste discret. C'est pas une psychose, c'est pas une dépression mélancolique, c'est pas un trouble qui impressionne, c'est quelqu'un qui a l'air normal, qui fonctionne à peu près, et qui a juste l'air un peu bordélique. Ça ressemble pas à de la souffrance psychiatrique, ça ressemble à quelqu'un à qui on n'a pas appris à faire assez d'efforts, et donc quelqu'un qu'on n'a pas assez discipliné. Enfin, je dis, c'est pas impressionnant, évidemment, c'est pas impressionnant, sauf quand c'est impressionnant. Quand la personne craque, quand elle arrive en pleurs en consultation parce qu'elle n'en peut plus, ou quand le système nerveux autonome de la personne ne lui permet plus de réguler son humeur, bah là c'est autre chose. Ça ressemble quand même sacrément à un trouble de l'humeur du coup. C'est-à-dire un truc qu'on connaît, sur lequel on a été formé et qu'on sait traiter avec ce qu'on a sous la main.
donc de la kétapine par exemple, en deuxième intention, parce que normalement en première intention c'est le Téralite, mais c'est autre chose. Qu'on soit face à une personne qui va extrêmement mal ou non, les choses qui permettraient d'identifier clairement le TDAH, eh ben, c'est plein de trucs qu'en général les gens ils ont appris à pas mal masquer. Et les méthodes d'anamnèse de la psychiatrie, la manière dont les psychiatres posent des questions aux personnes, elles ne permettent pas de prendre le temps de déceler ces trucs-là. Et donc quand on voit tout sauf ça, ça ressemble à un caprice d'une personne qui va bien et qui veut une pilule pour aller encore mieux. T'es trop discret, on te croit pas, t'es trop bruyant, on te diagnostique autre chose. Dans les deux cas, et surtout si vous arrivez avec une demande précise, eh ben on va certainement pas vous prescrire un stupéfiant. Et parce que c'est vrai que je vous ai pas dit, mais la Ritaline c'est aussi considéré comme une drogue. Vous inquiétez pas, je vous explique. Le méthylphénidate, c'est le nom de la molécule de la Ritaline et du Concerta, c'est un sympathicomimétique d'action centrale. Sympathicomimétique, ça veut dire que ça imite la stimulation du système nerveux sympathique. C'est juste ça le nom. Donc ce qui imite la stimulation du système nerveux parasympathique, ce sont les parasympathico-mimétique. Voilà. Et ça fait une lettre de moins que anticonstitutionnellement. Et donc un sympathico-mimétique d'action centrale, c'est tout ce qui va imiter le système nerveux sympathique en atteignant le système nerveux central, donc le cerveau. Et donc ce que ça va faire, c'est que ça va dilater les bronchioles, ça va accélérer le rythme cardiaque, contracter les vaisseaux sanguins. Globalement, c'est tout ce qui va vous exciter. Donc parmi eux, on retrouve l'adrénaline et la noradrénaline, qui jouent un rôle dans les émotions, la vigilance, l'attention sélective, mais aussi le réveil et le sommeil, bref, tous les trucs qui sont impactés par le stress. Et on retrouve également parmi eux les psychostimulants, et donc l'amphétamine, la méthamphétamine, la MDMA et le méthylphénidate, la Ritaline. Donc CQFD, la Ritaline et le Concerta, c'est la même chose que les amphétamines. Donc c'est un produit dopant, donc c'est une drogue, donc c'est addictif, dossier clos, on passe à la suite. Sauf que non, pas du tout. Vraiment pas. C'est complètement con de dire ça. Encore une fois, je vais vous expliquer, mais ça va demander un petit peu de dessin. Donc déjà, c'est quoi une synapse? Une synapse, c'est l'espace entre deux neurones. Parce que les neurones, ils se touchent pas vraiment. Il y a un petit vide entre eux, et c'est dans ce vide-là qu'une grande partie de ce dont on va parler se joue. Donc on a un neurone qui envoie un message, on va l'appeler le neurone présynaptique, et on a un neurone qui reçoit le message, qu'on va appeler le neurone postsynaptique. Et entre les deux, on a la fente synaptique, le petit fossé. Pour faire plus simple, je dirais neurone d'avant pour présynaptique et neurone d'après pour postsynaptique. Le neurone d'avant, du coup, il a des petits sacs à l'intérieur de lui qu'on appelle des vésicules. Et dans ces vésicules, il y a des molécules qui s'appellent les neurotransmetteurs. Et ici, celui qui nous intéresse le plus, c'est la dopamine. Quand le neurone d'avant s'active, il fait fusionner ces vésicules avec sa membrane, donc avec la paroi extérieure. La dopamine, elle va traverser le petit fossé, donc la fente synaptique, elle va se coller sur des récepteurs du neurone d'après, et là, le message est transmis. Le neurone d'après reçoit l'information et réagit. Une fois que c'est fait, la dopamine qui reste, elle peut pas indéfiniment squatter la fente synaptique. Il faut nettoyer cet espace-là, et donc le neurone d'avant, il a un aspirateur, le transporteur de la dopamine, qui s'appelle le DAT. Le DAT, il récupère la dopamine qui traîne dans la fente, il la ramène à l'intérieur du neurone, et à ce moment-là, soit elle est recyclée, ça veut dire qu'elle est remise dans des vésicules pour resservir plus tard, soit on considère qu'elle est en trop, et donc elle est dégradée par une enzyme qui s'appelle la MAO, pour monoamine oxydase. La monoamine oxydase, ce qu'elle fait, c'est qu'elle découpe en petits morceaux la dopamine. Donc en gros, dans tout ce cycle-là, le cycle dopaminergique, on a la libération, la transmission, la recapture, et ensuite soit le recyclage, soit la destruction. Ça, c'est le cycle normal. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on prend des amphétamines? Bon, déjà, les amphétamines, elles ressemblent chimiquement à la dopamine, assez pour tromper le transporteur DAT. Donc elle est dans le synapse, et puis elle va être capturée par le transporteur DAT pour arriver dans le neurone. Donc quand une molécule d'amphétamine se présente devant le DAT la fait rentrer dans le neurone comme si ça faisait partie de la dopamine qu'il était censé récupérer. Soit pour la recycler, entre guillemets, c'est-à-dire la mettre dans les vésicules, soit pour la détruire avec la monoamine oxydase. Sauf que quand c'est l'amphétamine qui est à l'intérieur, c'est autre chose que quand c'est de la dopamine. Une fois dans le neurone, l'amphétamine va rentrer en contact avec les vésicules, exactement comme ferait la dopamine, mais elle va rentrer dedans pour les attaquer. Souvenez-vous, les vésicules, c'est les petits sacs dans lesquels la dopamine est stockée. Et justement, pour pouvoir stocker la dopamine, les vésicules, elles ont besoin de maintenir un milieu acide. Pour sa conservation, la dopamine, elle a besoin de ce pH acide, c'est comme ça qu'elle reste bien enfermée et qu'elle ne se dégrade pas. L'amphétamine, elle vient casser ce gradient. Elle neutralise l'acidité, et donc sans ce pH acide, la dopamine, elle a plus de raison de rester dans la vésicule, et donc elle s'échappe dans le cytoplasme du neurone. Donc c'est-à-dire, elle se balade où elle veut dans le neurone. Ce qui fait qu'avec l'amphétamine, on commence avec un neurone qui est bien compartimenté, bien rangé, et qui devient très rapidement une soupe de dopamine un peu bordélique. Sauf que l'amphétamine, elle interagit pas que avec la vésicule, elle interagit aussi avec les DAT. Je vous rappelle, la DAT, son job, c'est d'aspirer la dopamine qui traîne dans la synapse pour la ramener dans le neurone. Et avec les amphétamines, il fait l'inverse.
littéralement. Au lieu d'aspirer vers l'intérieur du neurone, il expulse vers l'extérieur. Toute cette dopamine qui vient de se faire déloger des vésicules, au lieu de rester dans le neurone, elle est éjectée dans la fente synaptique par le DAT lui-même. Faut imaginer que le DAT, il fonctionne comme l'entrée d'un piège à crabe, sauf que avec l'amphétamine, le trou du piège à crabe, il est inversé. Et donc, notre troisième agent de tout à l'heure, hein, la MAO, la monoamine oxydase, son rôle, c'est toujours de dégrader la dopamine en trop, sauf qu'elle est affaiblie par l'amphétamine. C'est pas hyper flagrant, ça reste réversible, mais on comprend pas trop pourquoi ça se passe. Concrètement, ce que ça fait, c'est que ça rajoute à tout le reste le fait que la dopamine qui traîne dans le cytoplasme, elle est moins dégradée. Et donc, il y en a une plus grosse quantité qui est disponible pour être expulsée par le DAT inversé. Résultat, on vide les réserves, on éjecte tout dehors et en plus on ralentit la dégradation. Donc c'est pas juste un peu plus de dopamine qui reste un peu plus longtemps, c'est une véritable inondation de dopamine qui finit par devenir toxique. Et qui est particulièrement toxique quand elle se balade justement dans le cytoplasme du neurone, puisqu'elle peut plus être dans la vésicule, souvenez-vous. Quand elle est bien rangée dans sa vésicule, la dopamine, elle est à l'abri. Dans le cytoplasme du neurone, elle réagit avec un élément que vous connaissez et qui s'appelle l'oxygène. Et donc elle s'oxyde, littéralement. Et donc comme l'oxydation c'est une réaction chimique, et ça relâche des trucs qu'on appelle des radicaux libres. Parmi ces radicaux libres, j'en cite qu'un parce que je pense que vous le connaissez, il s'appelle le peroxyde d'hydrogène. Voilà, c'est le truc qu'on utilise pour se décolorer les cheveux. Les radicaux libres, c'est des agents chimiques extrêmement réactifs. Et donc ils vont à leur tour peroxyder les membranes, les mitochondries et finalement toutes les fibres dopaminergiques. Donc une fois que le shoot est fini, c'est-à-dire après l'élimination des amphétamines, on se retrouve avec des réserves de dopamine épuisées, avec un temps qui peut être assez long pour que des vésicules se remplissent à nouveau, et surtout pour que les DAT, les trucs qui servent à recycler la dopamine dans le neurone, soient à nouveau fonctionnels. À court terme, la sensation que ça donne, c'est ce qu'on appelle la redescente, et à moyen terme, on a une fragilisation de tout ce système-là. Ce qui fait qu'au bout d'une seule prise, la redescente, elle peut être difficile, mais le système, il se remet assez bien. Mais au bout de plusieurs prises, la dopamine, elle est systématiquement moins bien recyclée. Et tout ça, ça va se voir dans votre humeur, dans votre motivation, dans votre mémoire de travail et dans votre fatigue. Et donc maintenant, pour en revenir à la molécule qui nous intéresse, le méthylphénidate, qui est donc ce qu'il y a dans la Ritaline et le Concerta, pourquoi est-ce que je dis que ça n'a strictement rien à voir avec l'amphétamine? Le méthylphénidate, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va se coller sur le transporteur DAT, et il le bloque. Il met un bouchon dessus. Le DAT, il peut plus faire son travail d'aspirateur, et donc la dopamine qui a été libérée normalement par le neurone, elle va rester plus longtemps dans la fente synaptique. C'est tout. Elle est juste pas aspirée par le neurone qui l'a émise pour qu'elle puisse justement rester disponible pour le neurone récepteur. C'est ça la différence fondamentale. Le méthylphénidate, il ne rentre jamais dans le neurone puisqu'il n'interagit que avec le DAT. Il ne va pas déloger la dopamine dans les vésicules, il n'inverse pas le transporteur, il ne force pas de libération de dopamine, il ne change rien d'autre au cycle dopaminergique que la phase de réabsorption. Et évidemment, c'est pas de façon totale, il reste encore plein de DAT qui sont fonctionnels. C'est pour ça qu'il y a plusieurs grammages de Ritaline. Donc en gros, le méthylphénidate, il fait durer plus longtemps l'effet d'un truc qui a été libéré naturellement dans votre cerveau. C'est pour ça qu'on dit que les amphétamines sont des libérateurs et qu'on dit que le méthylphénidate est un inhibiteur de la recapture. Ça inhibe la recapture, c'est-à-dire que ça fragilise le potentiel de recapture. Voilà. Les amphétamines, elles vident les stocks et elles éjectent tout dehors de force. Le méthylphénidate, il bloque le retour de ce qui est déjà sorti. Je sais que j'insiste avec des détails biochimiques hyper précis, mais laissez-moi juste reformuler une dernière fois pour être sûr qu'on s'entende là-dessus. Dans la grande famille des psychostimulants, le méthylphénidate, il a le mécanisme le plus propre. Justement parce qu'il ne rentre même pas dans le neurone et il n'en perturbe pas le cycle naturel. Les doses qu'on prescrit, elles ne bloquent que très partiellement le DAT. Donc la synapse, elle n'est jamais inondée. Et ce qui est important à retenir, c'est que c'est exactement ça le trouble de l'attention. C'est pas un cerveau qui est en manque de dopamine, comme on le dit parfois, c'est pas un neurone qui produit trop peu de dopamine, c'est un problème de signal. Le système de recapture qui passe par le DAT chez les personnes qui ont un trouble de l'attention, il est justement trop vif. Ce qu'on observe, c'est une activité de recapture dopaminergique trop rapide et trop précoce. Le DAT remet la dopamine à l'intérieur du neurone présynaptique avant que le récepteur du neurone postsynaptique n'ait eu le temps de la capter. Donc la stimulation n'a pas lieu, donc c'est un message qui a été coupé en plein milieu. Ce qui vous arrive quand vous prenez votre Ritaline ou que vous n'avez pas de trouble de l'attention, c'est que tout votre système neuronal, il attend un signal. Vous dites « je vais faire un dessin ». Pour que cette intention elle devienne une action, le striatum ventral, il doit évaluer si l'effort est raisonnable. Le striatum ventral, c'est un truc dans le cerveau. Pour faire cette évaluation, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire le signal dopaminergique qui circule. Si la dopamine reste disponible assez longtemps dans la synapse, il va pouvoir construire une estimation claire de la valeur de l'action. Et cette estimation, elle va passer ensuite au système de sélection des ganglions de la base, qui vont pouvoir ouvrir la porte au mouvement. Donc quand vous vous dites « je vais faire un dessin », le striatum ventral, il se demande « ok, combien ça coûte ?» Il estime le coût, la valeur et la durée de l'effort, et il essaie de construire une estimation exploitable. Quand le signal dopaminergique est assez puissant, il finit son estimation et il la fait
circuler vers les circuits qui transformeront l'intention en action. Quand le signal est trop bref ou trop faible, l'estimation est incomplète. Elle n'atteint pas le niveau de fiabilité nécessaire pour mettre la machine en marche. Alors ça ressemble à votre cerveau qui vous dit non, mais c'est pas un non. C'est un signal qui part, qui attend le retour du signal, et justement, le retour, il arrive jamais. Donc je sais que ça ressemble à un non, mais imaginez-vous que l'intention formulée par votre cortex préfrontal, c'est la carte bancaire, et le striatum ventral, c'est la banque. Et même si c'est frustrant, j'imagine qu'on est d'accord que paiement refusé et carte muette, c'est pas tout à fait la même chose. Voire même, carte muette, ça peut être pire niveau frustration, parce que vous savez pas du coup. Donc plutôt que de vous dire est-ce que je peux faire ça? Non, je peux pas le faire. Vous dites est-ce que je peux faire ça? Et puis vous restez allongé dans votre lit pendant 1 heure. Votre cerveau, il vous dit pas t'as pas assez de dopamine. Il vous dit je peux pas te garantir que tu iras jusqu'au bout de ton dessin. Et si c'est pas garanti, laisse tomber. Ça, c'est en gros ce qui se passe quand vous échouez systématiquement à initier une action. Et donc, quand dans son dossier sur le méthylphénidate, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, nous dit dans une phrase qui mériterait d'être recontextualisée davantage que parmi les antécédents des usagers, des troubles liés à l'usage de substances, entre parenthèses cocaïne, amphétamine, etc., sont rapportés dans plus de la moitié des cas. Entre parenthèses, 54,5%. Et donc l'ANSM, quand elle dit cette phrase, elle croit justifier un amalgame entre l'usage détourné de la ritaline et l'usage détourné des amphétamines et de la cocaïne. Alors qu'en réalité, cette démonstration de la dangerosité des usages détournés du méthylphénidate mélange tout. L'ANSM, comme la quasi-totalité des organismes, soutient le maintien du statut de stupéfiant du méthylphénidate sur la base de ce genre d'arguments. Évidemment, le statut, il est surtout dicté par des conventions internationales, mais on en reparlera. Mais son impact à elle, c'est surtout une surveillance renforcée des prescriptions. Ça aussi, on en reparlera. Donc juste, je m'arrête 2 secondes sur cette citation. Déjà, la première chose, c'est que ce chiffre, il ne peut pas justifier l'amalgame qu'il fait, parce qu'il se base sur des données qui concernent uniquement les cas signalés pour usage abusif ou détourné, et donc une population qui est déjà à risque. Brouiller les phrases en faisant passer la prévalence dans un sous-groupe déjà concerné par l'addiction et le risque pour la prévalence dans la population totale des patients sous traitement, ça n'a pas de sens statistiquement, même si l'intention, c'est pas forcément de tromper les gens. D'une part parce que le besoin chimique auquel répondent cocaïne, amphétamine et méthylphénidate étant les mêmes, on peut au moins suspecter qu'une proportion non négligeable des consommateuristes en question auraient pu ne jamais consommer de substances neurotoxiques si elles avaient eu un meilleur accès à la ritaline. Et d'autre part parce que ça fait dire aux chiffres que la ritaline serait une amphétamine alternative par destination pour les personnes à risque. Sauf que cet argument, il repose sur une généralisation abusive. Il confond corrélation dans un sous-groupe sélectionné et causalité dans l'ensemble des pratiques de consommation. C'est toujours très discret et très insidieux ce genre de présentation de chiffres dans les rapports, mais la façon dont ils sont mis en contexte travestit la réalité statistique. On observe que parmi celles et ceux qui ont détourné le médicament, beaucoup ont déjà consommé d'autres substances. Et on transforme ça en un argument pour maintenir le statut de stupéfiant pour tous les usages thérapeutiques. C'est exactement ce type de raisonnement qui nourrit la perception disproportionnée de dangerosité et justifie une surveillance administrative très stricte, alors que le risque réel pour la majorité des patients et des patientes, il est minime. Et surtout, il est a priori assez contrôlable. C'est pour ça, par exemple, qu'à partir du 1er février 2026, la Nouvelle-Zélande va être un des premiers pays à permettre aux médecins généralistes d'initier la prescription de Ritaline. Et la Nouvelle-Zélande va faire ça contre les conventions internationales sur les psychotropes. Et d'ailleurs, c'est pas inintéressant de noter que la Nouvelle-Zélande, qui est déjà envahie par les méthamphétamines, a aussi été, en 2009, un des premiers pays à investir de l'argent public dans la recherche des effets positifs de la Ritaline pour soutenir le sevrage des usagères et des usagers de méthamphétamine. En France, même si la situation s'assouplit progressivement, la Ritaline ne peut être prescrite que sur ordonnance sécurisée et avec prescription initiale d'un psychiatre. Ça peut avoir l'air de rien dit comme ça, mais ce que ça veut dire très concrètement, c'est énormément d'obstacles avant d'accéder à ce médicament psychiatrique. Médicament psychiatrique qui est, rappelons-le, un des moins dangereux et un des moins addictifs de la psychopharmacologie. Pour avoir une prescription initiale, il faut avoir un psychiatre qui accepte de prescrire la Ritaline. Il faut souvent avoir vu 2 ou 3 psychiatres différents avant de tomber sur celui qui veut bien. C'est déjà particulièrement compliqué de trouver un psychiatre disponible avant juillet 2030, alors imaginez 3. La bonne nouvelle, c'est que depuis mars 2025, l'assurance maladie autorise la prescription de Ritaline sur ordonnance sécurisée par visio. Donc si vous êtes dans un désert médical, c'est un peu mieux. Sauf que l'ordonnance sécurisée doit être exécutée pour la totalité de la prescription concernée dans les 3 jours qui suivent sa rédaction et doit mentionner le nom de la pharmacie dans laquelle ce médicament sera récupéré. Sauf que, depuis février 2024, le méthylphénidate est en rupture de stock partout dans le monde. Certaines pharmacies n'en ont pas, certaines en ont peu, et il faut parfois récupérer les médicaments à l'unité. Genre on vous prescrit une boîte de 28 et on vous en file 20, parce que c'est tout ce qui reste. Et donc il faut absolument vous assurer que vous communiquiez au prescripteur ou à la prescriptrice le nom d'une pharmacie qui va en avoir. Sauf que
Le méthylphénidate étant un stupéfiant, il n'est pas inscrit sur les sites internet comme quelpharmacie.fr qui signalent les disponibilités. Donc il faut appeler directement les pharmacies pour savoir si elles en ont en stock. Sauf que, précisément, les personnes qui ont un TDAH ont le plus souvent beaucoup de difficultés à appeler les gens au téléphone. Justement parce que c'est une intention sociale à haut coût d'activation, d'autant plus quand on sait qu'il va falloir en appeler plusieurs. Donc évidemment, quand on trouve une pharmacie qui renouvelle régulièrement ses stocks, on se fournit massivement là-bas. Sauf que les ordonnances sécurisées de méthylphénidate ne peuvent pas mentionner de prescription pour une durée plus longue que 28 jours. Je rappelle que la plupart des personnes qui ont besoin de Ritaline en prennent tous les jours et ont déjà des difficultés à assurer leurs rendez-vous médicaux. Et là, on leur demande d'aller chez le médecin plus d'une fois par mois. Parce que, au cas où vous le sauriez pas, dans une année, il y a 0,75 mois qui durent 28 jours. Et pareil, si vous le savez pas, c'est utile, il y a certains mois dans l'année qui font 31 jours. Vous allez pas me dire que vous pouviez pas mettre 31 cachets là-dedans. Bref, tout ça, ça a 3 conséquences très concrètes. Premièrement, sur les médecins qui, connaissant la situation, falsifient massivement ou les dates ou les quantités nécessaires sur les ordonnances sécurisées. C'est un grand classique d'avoir besoin de 2 boîtes et qu'on nous en prescrive 4, ou qu'on nous donne 2 ordonnances sécurisées avec une des deux post-datée à 28 jours plus tard. Ce qui veut dire que, en premier lieu, les psychiatres les plus arrangeants ou arrangeantes se foutent dans la merde pour nous, et donc en second lieu, ça veut dire que, sachant qu'elles vont devoir se mettre dans l'illégalité pour soutenir notre besoin de Ritaline, et elles vont forcément être beaucoup plus réticentes et réticents à prendre des patientes et des patients TDAH, parce qu'il faudrait pas éveiller le soupçon. Deuxièmement, ça a une conséquence sur les pharmacies, parce que pendant les pénuries, spoiler, mais c'est quasiment impossible de se fournir toujours au même endroit, et donc ça fait naître une tolérance de la part des pharmaciennes et des pharmaciens qui, là encore, fait naître de la suspicion, de la tension et une méfiance générale à l'égard de la psychopharmacologie. Et troisièmement, et c'est le plus grave, ça a une conséquence sur les patientes et les patients, parce qu'à une époque et dans un pays dans lequel il y a un sentiment grandissant de méfiance, voire de rejet envers la pharmacologie, et particulièrement la psychopharmacologie, ça place les personnes qui ont un trouble de l'attention dans un rapport d'hostilité avec l'entièreté du système médical. Parce que très clairement, l'effet que ça a, c'est que les généralistes, les psychiatres, les pharmacies et les entreprises pharmaceutiques, tout le monde doit mentir, tricher ou dissimuler pour que vous fassiez soigner. La personne qui a déjà un a priori un peu complotiste sur le système médical officiel, vous voulez qu'elle y comprenne quoi? Ou pire, imaginons que la personne en question n'ait pas forcément d'a priori, mais qu'elle vive avec des troubles de la fonction exécutive sévères dans un contexte social dans lequel il suffit d'envoyer un message sur Snapchat pour se faire livrer de la cocaïne. Parce que cette personne-là, les instituts de pharmacovigilance, eux, ils la voient comme une personne à risque, mais elle se voit comme une personne qui va devoir se lever tous les matins pour aller au travail. Donc à risque, d'accord, mais la faute à qui? On ne fait pas de la prévention en faisant peser l'effort sur des gens qui ne vont pas bien. La Ritaline, c'est pas un long traitement à prendre sur des mois qui ne devient efficace qu'au bout de 3 semaines après chaque nouvelle posologie comme les antidépresseurs. C'est un médicament qui fait savoir s'il marche, là, maintenant, tout de suite. C'est 30 minutes. Et cet effet immédiat, il est pas anodin. Pour beaucoup de personnes en errance ou qui ont un doute sur la légitimité de leur diagnostic, la Ritaline, elle peut parfois fonctionner comme un test. Si vous prenez du méthylphénidate et que ça ne fait rien, ou que ça vous rend juste speed et anxieux, bah il est possible que ça veuille dire que c'est pas le TDAH le problème. Si vous le prenez et que vous avez l'impression que votre cerveau fonctionne enfin normalement, c'est quand même un indice assez fort en faveur du TDAH. C'est pas un diagnostic, mais c'est pas non plus totalement inutile pour diagnostiquer. Ça donne des indices assez solides sur le fonctionnement attentionnel des gens qui en prennent. Et quand vous avez une personne qui se demande depuis 5 ans si elle a des problèmes dans son fonctionnement dopaminergique, ou si c'est totalement autre chose, eh ben ça peut être extrêmement précieux pour elle d'avoir la réponse sans avoir besoin de s'embarquer dans un parcours qui coûte du temps, de l'argent, de l'énergie et de l'estime d'elle-même. Je suis pas en train de dire que la Ritaline est parfaite. Elle a des effets secondaires. Perte d'appétit, trouble du sommeil, majoration de l'anxiété, etc. D'accord. Elle marche pas pour tout le monde. Et surtout, elle ne résout pas le problème de fond qui est l'inadéquation entre certains fonctionnements cognitifs et les exigences du monde scolaire et professionnel. Mais dans ce monde-là, dans celui dans lequel on vit, c'est un outil qui est honnête. La Ritaline, elle fait ce qu'elle dit, elle le fait vite, elle le fait de façon réversible, et elle vous laisse seul juge de son efficacité. Parce que le cœur du propos qu'on devrait tenir sur les médicaments psychiatriques, il est quand même là. On a d'un côté les gens qui pensent que être anti-psychiatrie, ça veut dire être anti-médicaments, et là, si vous voulez changer d'avis, je vous invite à regarder ma vidéo «Faut-il abolir la psychologie?» Et de l'autre côté, on a des gens qui pensent que tous les médicaments sont des solutions désirables pour rendre fonctionnels des gens qui vivent dans un contexte matériel insupportable. Et parmi tous ces discours, celui qu'on n'entend jamais, c'est celui qui se concentre justement sur le consentement éclairé des patientes et des patients. À tel point que certaines personnes qui sont en pleine capacité d'avoir un aperçu lucide de leur état avant et pendant un traitement, continuent de prendre le traitement pendant des années alors qu'elles ne remarquent aucun bénéfice clair
nécessaires au maintien de la molécule. Et tout ça parce qu'on leur dit de le faire et parce que, très franchement, la plupart des médecins se torchent avec la loi de 2008. Et le problème, c'est que quand là où le psychiatre devient une figure autoritaire, on n'ose plus lui dire « ça me convient pas, je veux changer ou arrêter ». Donc soit on continue de le prendre, soit on l'arrête n'importe comment et on risque la détresse respiratoire à cause du syndrome de sevrage. Les personnes psychiatrisées sont systématiquement infantilisées et la notion d'autonomie est à des années-lumière des réflexions du monde soignant. Alors que, mécaniquement, quand vous forcez des gens à prendre des trucs, ça crée des tensions et des syndromes de sevrage. Et quand vous les en empêchez, ça crée de la détresse et des troubles de l'usage. Dans les deux cas, les trucs qui n'apparaissent jamais, c'est consentement et réduction des risques. La Ritaline, matériellement, elle ne résout peut-être pas grand-chose, mais elle donne accès à certaines personnes à un cerveau qui peut commencer à résoudre des trucs. Et ça, c'est pas rien. Et ça me fait me dire que le problème de fond, c'est peut-être pas la molécule, les diagnostics médicaux ou même les autodiagnostics, c'est peut-être juste qu'on ne supporte pas l'idée que des gens puissent aller mieux sans avoir souffert pour le mériter.